Buenos dias à toi, cher spectateur, et bienvenue à nouveau dans le monde coloré et joyeux du cinéma espagnol pour parler de Septembre sans attendre, le nouveau long métrage de Jonas Trueba. L'histoire, je vois pas comment la résumer plus simplement que ça fait 15 ans que Ale et Alex sont ensemble, et au bout de 15 ans, ils décident de se séparer. On a comme un accord, visiblement. C'est ce qui est évoqué en tout cas par les personnages. Et ils décident plutôt que d'annoncer ça de manière triste à leurs amis, d'organiser une fête. Et on va les voir essayer d'organiser une fête et aussi de vivre un quotidien partagé ensemble alors que finalement ils s'apprêtent à faire chacun leur petit bout de chemin à gauche ou à droite. Et pour en parler avec moi, punaise, ça fait combien de temps, Vincent? Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, au moins 15 ans, comme les personnages, au moins 15 ans. Comment vas-tu? Très très bien, écoute, content d'être avec toi pour parler de ce nouveau film de Jonas Trueba. Bah oui, de même, de même. Alors, comment resituer Jonas Trueba? Alors, je sais que j'ai loupé un film de Jonas Trueba sur cette chaîne, Ok. qui était son immense documentaire fleuve de quasiment 4 heures, Ouais. dont je n'ai plus le nom. Qui est Ken no Sempide. Exactement. Donc qui a par nous en français. Ouais, c'est ça. Qui me tentait, mais qui durait 4h20. Ouais. Voilà. Je ne vois pas comment mieux résumer ça. Mais sinon, Jonas Trueba, donc c'est un cinéaste que moi j'ai découvert avec Eva en août, Oui, tout à fait. que Comme j'ai beaucoup aimé. J'avais trouvé ça vraiment très punchy, très fun, qui était porté également par Itsaso Arana, qui Tout l'on à fait. retrouve ici, qui interprète pas le même personnage, même si j'ai trouvé quand même quelques similitudes, mais ça n'est qu'un point de vue personnel. Mais du coup, moi personnellement, c'est un cinéaste que je trouve très intéressant parce qu'il a un regard assez fascinant sur le cinéma. C'est un regard très poétique, très symbolique, mais en même temps très cinéphile, Ouais. qui donne lieu à des films qui sont souvent très iconoclastes. Il faut savoir que c'est tout de même le fils d'un très grand réalisateur espagnol, Tout à fait. indéniablement, qui joue en plus dans le film. Voilà, c'est son papa, il fallait bien lui rendre hommage. Donc c'est vraiment un réalisateur qui est baigné dans le cinéma, qui aime le cinéma, qui aime parler de cinéma et qui aime montrer le cinéma. Donc à partir de ça, moi, il me faut pas grand-chose pour avoir très envie de voir les longs métrages de Jonas Trueba. Contexte placé, petit contexte, je me retourne vers toi, Vincent, et te demande ce que tu as pensé de Septembre sans attendre. Eh ben écoute, j'ai beaucoup aimé Jonas Trueba, qui est un réalisateur que je suis depuis longtemps, donc depuis ses débuts en Espagne, parce que c'est vrai que comme tu le disais, c'est 20 en août qu'il fait connaître un peu en France. C'est le premier film qui a été distribué en France, donc après avec tous ces films qui sont sortis. Et j'ai beaucoup aimé cette nouvelle proposition. Je pense que là on peut parler de petite trilogie entre Eva en août, Tenéis que venir a verla, qui était son petit film d'1 heure, 1h05 avant, et celui-ci avec les mêmes deux protagonistes. Et donc je dirais que c'est peut-être la partie la plus faible selon moi, mais c'est celle que j'apprécie. Je trouve que c'est la bonne fin d'un chapitre, on va dire. J'espère pour lui que le chapitre est terminé, qu'il ne va pas y avoir un autre film avec ces deux personnages, j'expliquerai pourquoi. Mais en tout cas, je trouvais que c'était une belle proposition. Une belle proposition de cinéma, et ça fait plaisir de voir un cinéma, comme tu le disais, assez poétique, qui change dans la manière de voir les choses, et toujours aussi rafraîchissant dans la capitale espagnole. Ah bah oui, indéniablement. Non mais je suis d'accord avec toi. En fait, bon, je peux moins parler en termes de trilogie vu que je n'ai pas vu le fameux film dont tu parles, qui n'est pas sorti en France d'ailleurs. Je pense, si, il est sorti. Si, il est sorti. Il est sorti un début septembre, de pas cette année, donc de l'autre année, du coup. Et il est resté pas longtemps, je pense, en France. Oui, parce que ça ne me dit rien, tu Ouais. vois, à tel point. Mais j'ai bien aimé Septembre sans attendre. J'ai pas été non plus transporté par le film, mais je trouve qu'il a une vraie ambiance. Oui. Il a une vraie manière d'aborder les relations de couple, une manière que je pense n'avoir quasiment jamais vue au sein du cinéma, ou alors très peu. Cette Oui, manière très poétique de voir la séparation comme quelque chose de lumineux et non pas quelque chose de forcément fatal, ce qui est souvent montré de cette manière-là au cinéma, on va pas se mentir, lorsqu'un couple se sépare, c'est triste forcément. Là, c'est intéressant de voir le pendant très réaliste, de se dire, une séparation de couple, c'est pas forcément hyper noir, ça peut être aussi teinté de nuances où on se dit, bah, c'est juste une remise en question personnelle et un moment où on se dit, bah, on n'est plus fait pour être ensemble, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et je trouve que Jonas Trueba traite très bien cela, au sein d'un film qui est juste poétique comme il faut, juste entraînant comme il faut, arrive à jouer avec différents tons. C'est un film qui est souvent assez, je dirais pas monotone, mais qui joue vraiment sur le côté très terre-à-terre finalement de la relation des personnages, et qui pour autant se permet de teinter le film de temps en temps, de petites notes qui soient soit très poétiques, soit très comiques, soit limite burlesques par moments. Il y a un joli petit jeu avec le spectateur qui est entretenu tout du long du film, qui moi m'a beaucoup plu. Et a fait que du coup je me suis laissé bercer en fait par cette petite aventure qui est peut-être un poil longuette, on va pas se mentir, 1h54 c'est peut-être un peu tiré, c'est très conséquent, très conséquent, mais pour autant
c'est divertissant et c'est entraînant en fait. Oui, exactement. Bah là, je reviendrai sur le terme divertissant parce que c'est vrai que je pense que c'est le film de Ron Astrova qui est peut-être le plus, entre guillemets, comique, où il y a vraiment des pans comiques qui sont placés par-ci par-là. Il y a des influences de Billy Wilder notamment que j'ai trouvé dans cet esprit assez comique du long métrage qui est très différent de ce qu'il a pu faire par avant. Et je trouve ça intéressant en fait, comme tu l'expliques si bien, parce que cette séparation pourrait être très dramatique, comme beaucoup de films ont pu le faire. Je pense à Marriage Story qui me vient en tête. Mais alors que là, c'est vraiment ce côté où on se sépare d'un commun accord et on va faire une fête, on va essayer d'organiser ça avec la famille, avec les amis, pour dire, bah écoutez, on s'est connus, on a fait la fête, bah là on va se quitter, mais on va faire également la fête pour partager un moment sympathique avec vous. Donc l'idée est peut-être un peu rocambolesque au départ, mais elle prend au fur et à mesure, et c'est vrai que c'est assez intéressant, parce qu'on a toute une série de réactions de leurs amis, du père de Haley, donc de la protagoniste, et donc on a des réactions qui sont toutes diverses et variées, mais qui sont tout à fait communes finalement. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est très amusant en fait de partir de ce postulat où on pourrait se dire ils se foutent de notre gueule là, Ouais. ils vont faire une fête là pour se séparer, c'est n'importe quoi. Et de partir de ce postulat pour essayer de le crédibiliser. Mais ça, on va en parler au niveau de l'écriture parce que c'est vraiment intéressant la manière avec laquelle ils ont choisi de structurer le film. Donc je te propose qu'on plonge tout de suite dedans. Oui. Donc à la base de l'écriture, il y a Jonas Trueba ainsi que ses deux acteurs principaux, c'est-à-dire Itsaso Arana et Vito Sanz. Cette écriture, en fait, elle est très ludique, parce qu'on sent que dès le début, Jonas Trueba a certainement conçu la base de l'histoire seul, mais s'est dit, il faut inclure mes deux personnages principaux, / mes deux acteurs, pour faire en sorte que ça soit le plus cohérent et le plus crédible possible. Et je trouve que de point de vue crédible, on croit tout de suite à ce couple. Tout à fait. Ce qui est pourtant très compliqué, hein, parce qu'on nous balance un couple qui est ensemble depuis 15 ans, donc y croire tout de suite, c'est un postulat qui, par limite, en se mettant une grosse épine dans le pied, parce qu'on pourrait se dire, bah, j'ai pas forcément envie d'y croire. Le but de découvrir un couple, c'est d'abord de les voir se rencontrer, de les voir s'aimer, et ensuite de les voir se séparer. Alors là, partir de l'inverse, c'est-à-dire on les connaît par cœur, entre guillemets, et les déconstruire au fur et à mesure de la structure dramatique, c'est très casse-gueule. Et pour autant, je trouve qu'à aucun moment c'est casse-gueule. C'est assez saisissant, mais dès le début, le fait de placer le film dans une régularité du quotidien qui est presque terrifiante dès le début, c'est-à-dire que le film s'ouvre sur un réveil annonciateur de la séparation, et ensuite on déconstruit ça et on met en place tout ça en mode bah j'ai envie qu'on se sépare. Ah ouais, bon oui, c'est vrai que oui, bon allons-y, on fait de ça, allons-y. Et toute cette déconstruction justement de partir d'un postulat très réaliste pour amener ensuite du burlesque, moi je trouve que c'est ce qui fait la force de cette narration. Ouais, non, c'est vrai que sur l'écriture, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a une alchimie qui est absolument parfaite entre Vito Sanz et Itsaso Arana, mais qui est liée aussi au fait qu'ils se connaissent depuis très longtemps, qu'ils ont tourné dans tous les films de Jonas Trueba. Je pense à ses premiers Todas las canciones hablan de mí, La Reconquista, Los Ilusos, et donc il a fondé sa boîte qui s'appelle Los Ilusos, et ils sont toujours intervenus. Il y a un projet, bon là je parlais de mini-trilogie entre Eva en août, vous devez venir la voir, je pense qu'il a été traduit comme ça, et Septembre sans attendre, et on sent que ça fonctionne extrêmement bien, qu'ils sont toujours ensemble, c'est des amis de tous les jours, bon ils sont ensemble, Itsaso Arana et Jonas Trueba par ailleurs, donc on a vraiment ce côté où tout ce qu'ils font est très très bien maîtrisé, et on sent que ça a été dialogué entre les trois, et tout fonctionne bien. Moi j'ai ressenti une alchimie parfaite entre les deux personnages, et comme tu le dis si bien, ça peut être très casse-gueule de commencer un film à le réveil qui sonne, le café en train de couler, au fait on va se séparer, et on prend le film comme ça peut être très casse-gueule, et finalement non, ça fonctionne, et on suit leur aventure, même s'il y a une certaine redondance avec l'esprit de on va se séparer, on va faire une fête, on va se séparer, on va faire une fête, mais je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Ouais. Mais et comme tu le dis, en fait, le petit point, entre guillemets, qui devient assez énorme au fur et à mesure que dans le film, qui plombe un petit peu la narration, c'est ce côté très répétitif de constamment nous rappeler qu'ils vont se séparer. Et certes, c'est un moyen d'amener un côté un petit peu décalé et burlesque, dans le sens où constamment ils s'amusent à répéter aux gens ah ouais, vous faites une fête, pourquoi vous faites une fête? Parce qu'on se sépare. C'est bizarre de faire une fête pour se séparer. Ouais, mais la philosophie de mon père c'était nanana. Et du coup tu te dis, bah au bout d'un moment tu pourrais te dire ça marche plus en fait. Ça marche plus et le film fait quasiment 2 heures, au bout de 1 heure on va en avoir marre et ça s'arrête là. Ce qui est intéressant, c'est que on passe par plein de clichés en fait de la comédie romantique qui veut détruire le couple entre guillemets. Que ce soit des prises de tête, des prises de bec, quelqu'un qui débarque, qui va foutre le bordel, qui va inciter les personnages à se questionner, le père qui arrive et qui finalement fait des révélations comme quoi sa philosophie elle est complètement erronée, enfin des trucs comme ça où tu pourrais te dire c'est des clichés en fait de ce type de comédie, donc pourquoi est-ce qu'ils les amènent ainsi?
Et je trouve ça intéressant parce que vu qu'il a un carcan de base qui est hyper réaliste, amener des clichés de comédie, ça teinte de cinéma quelque chose sur lequel on a envie d'amener du palpable et Oui. du concret. Et c'est assez intéressant parce que du coup on se retrouve devant un film qui utilise deux méthodes d'écriture qui sont radicalement opposées, le cliché et le réalisme, mais qui arrive à équilibrer ça. Et en fait c'est ça qui me surprend et qui fait que même si je vois des défauts, j'ai pas envie de trop les pointer du doigt parce que je trouve la manière avec laquelle c'est fait tellement iconoclaste de la part de ces trois auteurs que du coup en fait j'aime bien l'originalité de cette écriture. Ouais, non, c'est vrai, moi je suis complètement d'accord avec toi sur ça, je trouve que ça fonctionne très très bien ce côté où certes, tu le soulignes, et je l'ai ressenti aussi pendant le visionnage, il y a une certaine redondance qui est créée avec ce jeu de dire on va se séparer parce que j'ai une théorie. En fait, le père d'Alé, il pensait qu'il fallait se séparer en faisant une fête et il le répète un peu tout au long du film. Et donc tu as ce côté un peu redondant, mais ce qui favorise l'humour et qui fonctionne. Moi, tout simplement, je me suis laissé emporter et ça m'a pas forcément gêné. Par contre, je peux comprendre certaines personnes qui me diraient bon, le côté redondant de film dans le film, de comique, etc., ça peut laisser un peu sur le carreau. Mais pour ma part, non. Pour ma part, ça a fonctionné. Et après, pour rebondir sur ce que tu dis, dans le sens où ça peut peut-être interroger certains spectateurs et les pousser peut-être à se demander qu'est-ce que c'est que ce film, parce que c'est vrai que c'est très bizarre en fait. Ouais. Pour vous imager ce que dit Vincent et qui est très très bien dit de sa part, c'est un film qui parle donc de cette base réaliste, qui amène donc, comme je l'évoquais, des clichés, mais qui au milieu de ça, en plus, a une histoire comme quoi Allé est en train de monter un film. Ouais. Un film qui est potentiellement basé sur le film qu'on est en train de voir, Ouais. ce qui amène une double lecture qui est assez particulière, qu'on peut même rajouter par une triple lecture, puisque les personnages passent leur temps à philosopher autour du cinéma et autour de la remise en perspective de plein de choses autour du cinéma, et notamment, en particulier, de l'amour au travers du cinéma. Et même, de manière encore plus forte, et avec un plus grand écoulement, de l'amour qui naît du cinéma. Et là, le film devient vraiment très profond parce que j'en parlais un petit peu du coup avec Jonas Trueba parce que j'avoue que j'étais très perturbé par cette manière d'aborder le pouvoir du 7e art par rapport à l'amour. Il a vraiment voulu faire son film comme une espèce d'immense réflexion philosophique sur comment le cinéma peut faire en sorte de découler une certaine forme d'amour de l'autre. Ouais. Parce que par le biais du cinéma, on ressent des émotions, et par le biais de l'émotion qu'on ressent, on devient plus ouvert, et par le biais d'être plus ouvert, l'amour devient quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, je sais, là je diverge beaucoup, mais c'est pour vous montrer à quel point je pense, de la base de cette écriture qui peut sembler anecdotique par moments ou très cliché par d'autres, finalement, il y a cette volonté de la part de Trueba et de ses deux co-auteurs de vouloir véhiculer cette idée que l'amour passe par la simplicité. Et donc, par la simplicité, il y a du cinéma. Tout à fait. Et alors là, par contre, je me rends compte que je pars peut-être un petit peu loin, tu as le droit de me stopper, mais je trouve ça intéressant. Non, non, c'est vrai. C'est très particulier comme manière de faire du cinéma, et je peux comprendre qu'il y en ait plein qui se disent c'est quand même un peu bizarre de raconter une histoire d'amour en mettant plein de philosophie comme ça, mais encore une fois, c'est très iconoclaste comme manière de faire du 7e art, et comme manière aussi de représenter le couple. En termes de mise en scène, on peut rebondir sur plein de choses qui sont dans le même lien qu'avec l'écriture, puisque Jonas Trueba a choisi donc de lier son film au cinéma de manière plus générale, puisque donc, comme on l'évoquait dans l'écriture, il y a cette forme très hybride où par moment on a l'impression que le film bug, mais en fait non. C'est parce qu'il y a un personnage qui est en train de monter le film. Là, à partir de là, on se rend compte qu'il y a plein de choses en fait que le film nous cache un petit peu tout du long. C'est-à-dire que littéralement, je pense que Jonas Trueba a voulu illustrer le fait que les deux personnages ont des manières très opposées de voir l'amour. Il y en a un qui se laisse un peu vivre, c'est plutôt Alex. Ouais. Il y en a une autre qui aime bien un petit peu contrôler le tout, complètement, qui est allée, et qui là par contre va vraiment très loin puisqu'elle, pardon de l'expression mais c'est littéralement ça, elle monte son mari. Vous m'excuserez si vous y voyez un double sens, mais littéralement quand vous verrez le film, elle monte son mari. Elle est sur une table de montage, elle a un co-monteur, elle est en train de faire un film, et ce film est un montage de la relation qu'elle entretient avec son mari. Donc, on a un film qui aime le cinéma et qui aime jouer aussi avec ses personnages et qui nous le retranscrit parfaitement au travers de cette mise en scène qui, je trouve, est très ludique et très intéressante. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais... Ouais, c'est vrai que le film dans le film, bon, c'est un moyen qui a déjà été fait par le passé, mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant aussi et en fait, on se perd, il joue avec le spectateur, donc c'est ce que j'aime, comme tu dis, le terme ludique, c'est ce côté où il y a un jeu entre le spectateur et le réalisateur, où tout ce qu'on voit à l'écran, à un moment donné, on doute si c'est dans le film ou si c'est la réalité, et il y a ce va-et-vient entre le film qu'Alé est en train de monter et la réalité de la séparation du couple. Et en même temps, les deux sujets sont liés,
Et c'est à la fin, on voit que le montage est fini et elle montre à une bande de copains, où là on a des retours plus ou moins super intéressants, où il y a un groupe de filles qui dit que tout va bien, que c'est super, et il y a un peu on va dire les geeks du groupe qui sont là à tout noter au stylo, alors non, ça va pas. Excuse-moi, je trouve que cette coupe de montage, elle ne retranscrit pas assez bien le problème de relation qu'il y a dans le personnage. Oh. Donc ça, c'est ce côté où il pointe un peu le côté circulaire et trop linéaire du film, et c'est super intéressant parce qu'on retrouve le ressenti du spectateur. Donc c'est vrai que sur ce côté mise en scène, c'est assez intéressant. Et pour moi, c'est même plus fort parce que je trouve qu'au travers de ces personnages justement qui ont tendance à tout noter, est-ce qu'ils véhiculeraient pas aussi cette idée que le cinéma doit être quelque chose de plus spontané et de plus crédible en fait ? Et de pas forcément quelque chose qui soit tellement travaillé et tellement calculé que du coup chaque détail deviendrait une espèce de perturbation, d'une espèce de spontanéité créative que pourrait avoir un cinéaste. Je me suis vraiment posé la question parce que par moments j'étais presque en train de me dire ces personnages, c'est des caricatures en fait que tu peux avoir en école de cinéma. Oui, tout à fait. Du mec qui va te dire non mais tu ne comprends pas cette coupe de montage, elle illustre parfaitement la symbolique du personnage qui se pose une question fondamentale à ce moment-là et du coup il faut que la coupe elle arrive juste là. Et du coup j'ai vu presque une parodie en fait de ces mecs-là, et je peux pas m'empêcher à ce moment-là, j'ai lâché un énorme fou rire parce que je me suis dit, mais oui, il y a vraiment des gars qui sont comme ça, il y a vraiment des gars qui sont tatillons. Et je me dis que, étant tout de même un cinéaste encore jeune, Jonas Trueba, il voit aussi cela par le biais des critiques qui ont pu être faites au film de son père. Et je me dis que peut-être il y a une parabole à faire autour de ça, puisque c'est quelqu'un qui a clairement grandi avec le cinéma, qui a grandi avec le regard aussi que l'on porte sur le cinéma, et par découlement aussi, le questionnement qu'on se pose face au montage de quelqu'un d'autre. Et qui plus est, au montage d'un proche. Et ça, c'est très intéressant, parce que tu peux remettre encore plus une perspective là-dessus, parce que, tu l'as dit très bien, il met en perspective le regard du spectateur, mais peut-être il remet aussi en perspective un regard artistique qui est posé par ses pairs littéral ou ses pairs philosophiques, ses pairs de cinéma. Et à partir de là, tu as encore plus cette lecture du mec qui se pose une question sur je fais du cinéma, ce personnage fait du cinéma, ce personnage illustre ma manière de voir le cinéma, donc il faut aussi que je la questionne. Parce que si je ne la questionne pas, je ne me questionne pas. J'aime bien philosopher sur le cinéma. Je sais pas pourquoi les Espagnols à chaque fois ils m'incitent à philosopher comme ça. Mais je trouve ça très intéressant parce que on n'est pas sur un film si linéaire que ça. Et moi j'aime beaucoup en fait cette manière de jouer avec le cinéma et de déconstruire le cinéma. Dans un tout autre registre, Spielberg l'avait fait un petit peu avec The Fabelmans, en amenant cette idée de vouloir faire en sorte que, par le biais d'un questionnement de son propre parcours, tu te retrouves à regarder un jeune homme découvrir le cinéma, questionner le cinéma, et c'était en plus un film qui remettait lui aussi en perspective une forme d'amour, sauf que là c'était un amour maternel et paternel. Oui, c'est vrai. Là c'est un amour plus direct, puisque c'est l'amour de deux personnages qui ont partagé des choses pendant 15 ans et qui d'un seul coup décident de séparer ça, mais c'est fait de manière, encore une fois, très ludique, très salvatrice, et c'est aussi très cinéphile comme film. Tu l'as évoqué, mais au tout début, tu parlais de Billy Wilder ou des choses comme ça. C'est un film qui vraiment aime le cinéma, partage le cinéma et évoque le cinéma. Oui, c'est vrai que ça, c'est un côté assez important à souligner. C'est que, comme tu le dis si bien, c'est un film vraiment de cinéphile. Bon, ça a toujours été un peu avec Trueba, avec ses références cinématographiques, qui sont un peu des cinémas, on va dire, dans la case intellectuelle, entre guillemets. Mais voilà, là, le film, il regorge de références. Il y a des références sur la comédie américaine qu'on n'avait pas eu forcément dans ses anciens films, donc là, qui sont hyper intéressantes. Je pense notamment à New York, Miami, Indiscrétion, tous les films de Wilder également. Donc sur ce côté un peu de divorce, de l'amour. Et c'est vrai que de toute façon, Billy Wilder était le réalisateur préféré de son père, donc de Fernando Trueba, donc on s'imagine bien qu'il a dû manger du Wilder étant jeune, et même il y a beaucoup de références, il y a aussi Truffaut, il y a Bergman, donc on a tous ces cinéphiles qui ont éduqué tout simplement Jonas Trueba, et il leur rend un peu hommage à travers ce film, et ça j'aime beaucoup. Je trouve que quand c'est fait de cette manière où il y a des hommages qui sont mis, mais où c'est pas souligné, où il n'y a pas de oh regardez j'ai fait une référence, c'est une référence à tel film, et ben je trouve ça que ça fonctionne super bien, et c'est plaisant pour le spectateur d'être en connivence avec le réalisateur dans lequel il s'inscrit. Et je ferais même un lien, tu vois, en référence plus récente, parce que là tu as cité les références qui sont quand même un peu datées, en référence plus récente, j'irais même citer Apatow en fait. Dans sa manière de regarder le couple, je trouve qu'il y a beaucoup de liens à faire avec 40 ans mode d'emploi. Pas 40 ans toujours plus, il n'y a pas de lien. Mais avec 40 ans mode d'emploi, où pareil, il traitait de manière très cynique et de manière par moments très pince sans rire, la manière avec laquelle le couple vieillit et qu'il est difficile finalement de se réinventer lorsqu'on a passé un certain âge. Et on peut faire le lien avec le fait qu'au bout de 15 ans de vie commune, deux personnages qui visiblement ont l'air de partager énormément de choses et en tout cas d'avoir un sens de la vie qui est quasi identique, décident tout de même de se séparer parce que dans leur tête, ça n'est plus cohérent de vivre ensemble. Et je trouve ça très intéressant le lien à faire avec ces deux films parce qu'il y a cette même
même logique de vouloir déconstruire le couple, même si l'un le déconstruit dans un carcan où ils restent quand même unis l'un à l'autre, et là où l'objectif c'est de ne pas le détruire, mais de juste le déconstruire pour que les deux personnages se posent les bonnes questions. Oui. Et c'est très intéressant, mais comme tu dis, il y a cette manière de regarder le couple qui est très fine. C'est pas un couple qui est, on va dire, amené de manière très brute, de manière très directe. C'est pas un couple qui est très extravagant, qui en fait des caisses. C'est un couple au contraire qui est dans une forme d'intimité qui je trouve est très touchante. Oui. Et Trueba ne brise jamais cette intimité, il est jamais trop intrusif, il n'utilise pas trop de musique dans son film, il n'utilise pas trop d'effets, les quelques effets sont amenés de manière très diégétique avec le travail autour du montage de Hallé, etc. Mais sinon, la plupart du temps, c'est beaucoup de plans fixes, beaucoup de jeux autour de la ville. On l'a pas trop cité, mais la ville de Madrid est vraiment montrée comme étant un personnage à part entière au sein de ce film. Et pas le Madrid qu'on connaît par cœur, un Madrid au contraire très intime, avec des petites rues, avec des petites échoppes, avec des petits magasins, des petites places de marché, des ponts que personnellement je n'avais jamais vu de ma vie représentés au cinéma. Et je trouve que ce regard-là, très intime, très cinéphile, il est très salvateur à un cinéma qui par moments est très catalogué comme soit très extravagant, soit trop genré, et voir cette autre facette du cinéma espagnol représentée et quand même bien mis en avant, moi je trouve ça plaisant. Ah bah là, tout à fait, je rebondirais sur ce que tu dis sur la ville de Madrid, parce que c'est vrai que c'est ce côté où il représente la ville de Madrid, mais pas comme la capitale avec son nombre afférent de touristes, de la population espagnole qui peut y vivre, mais vraiment des petits quartiers de Madrid où il y a toujours très peu de monde. On les retrouve au Rastro, dans le petit marché, en train d'acheter des DVD, en train d'acheter des livres, etc. On les retrouve aussi à côté du Ciné Doré, donc dans ces petits quartiers qui sont hyper sympas, où tout simplement je pense qu'il s'est forgé, où il a passé un temps assez conséquent durant sa jeunesse avec ses amis. Et aussi, après on arrive sur le quartier de Moncloa quand il est avec son papa, et on a ces côtés où on est dans la capitale, mais en même temps où il y a très peu de monde, il y a un espace qui est fait pour vivre, où ils sont tous les deux en train de se balader, et c'est super plaisant pour le spectateur. Tu citais la scène où Vito Sanz se balade sur le pont, bah voilà, il est tout seul en train de marcher, il est filmé donc on retrouve les images après durant le montage, et c'est super agréable pour le spectateur de se sentir dans une ville qui est grande comme Madrid, mais en même temps où il y a vraiment une complicité entre les personnages qui est créée grâce à la ville de Madrid, personnage à part entière dans l'œuvre de Trueba complètement. Moi, pour faire le lien avec Eva en août, qui est mon seul film de référence par rapport à Trueba, je trouvais qu'il avait une manière de filmer déjà dans Eva en août Madrid de manière très iconoclaste et très différente, dans le sens où il en faisait presque une ville fantôme, mais dans le sens où elle avait été désertée par tous les habitants, parce que c'était la période qui faisait ça. Et je trouvais ça très beau déjà à ce moment-là de filmer la ville avec ce regard-là, avec cette logique-là. Et il continue ça avec ce film, puisque le film se passe en grande majorité en août, encore une fois. Oui, encore une fois. Oui. Et c'est très beau, je trouve. C'est vraiment très beau. Et c'est, encore une fois, tu l'as très bien dit, mais c'est très iconoclaste en fait de filmer la ville de cette manière-là. Et je trouve ça très élégant. Je te propose qu'on passe au casting. Oui, tout à fait. On va se garder tout de même les deux acteurs principaux pour un petit peu plus tard. Niveau acteur secondaire, donc forcément, il faut parler de Fernando Trueba, qui fait donc un caméo dans le rôle du père de Hallé, mais qu'on pourrait par extension appeler le papa du réalisateur. Parce que clairement, voilà, il y a, je pense, pas trop de jeu de sa part. C'est vraiment juste, je joue mon rôle, mais c'est juste pas mon fils qui est en face de moi. Il est très bien. Il est très bien, très élégant, beaucoup de charisme. On peut citer également John Viard qui joue donc l'un des amis, qui joue donc, alors je ne saurais pas comment le définir, mais le mec qui vient pour faire des cours d'écriture. Ok, tu vois lequel, c'est vraiment un des seuls. Qui était déjà dans Eva en août. C'est ça, parce que sinon la grande majorité des autres acteurs en fait, ils sont très peu présents. Je suis quasi persuadé que la majorité c'est des amis de Jonas Trueba parce que honnêtement... Alors, oui, il y en a un qui, tu sais la scène où Hallé va le voir sur un plateau de tournage et il est avec les cartes de Bergman, et bah lui aussi c'est un ami de Trueba qui était déjà dans ses anciens films. Exactement, mais tu vois ça se sent je trouve, on sent qu'il y a beaucoup de rôles secondaires qui ont été interprétés par des amis de Jonas Trueba. Amis et acteurs en même temps. Exactement. Acteurs de théâtre, de cinéma. Et je trouve ça donne vraiment beaucoup de charme en fait à ces relations de personnages qui deviennent quelque chose de très ludique et encore une fois, on peut amener cette double lecture de très métaphorique puisque une réalisatrice qui vient rencontrer des gens qui sont les amis ou les acteurs connus d'un réalisateur, voilà, on peut amener quand même une parabole. Et bien sûr, il y a Itzazo Arana et Vito Sanz. Tu veux peut-être en parler en premier? Bah, tout simplement, moi je les ai trouvés très très bons dans le film. Je dirais que j'ai préféré Vito Sanz à Itzazo Arana dans le film. Je me suis senti plus proche, on va dire, du personnage de Vito Sanz, alors que j'avais complètement adoré Itzazo Arana dans Eva en août, qui est pour moi vraiment un chef-d'œuvre du cinéma espagnol. J'ai énormément aimé ce film, et notamment son interprétation, mais là je dirais qu'elle est
un peu en deçà par rapport à Vito San. Je pense que c'est l'écriture aussi, comme tu l'as dit, où elle est une femme très forte, elle contrôle un peu toute la relation, elle va des fois à certains endroits où elle est un peu extrême, etc. Alors que lui, je trouve vraiment super dans son rôle. C'est le gars sans prise de tête, qui est toujours tranquille, qui est avec ses amis, qui se balade dans un musée, qui prend son temps, qui appelle sa mère, qui parle un peu à ses collègues, qui est acteur. Et je le trouve vraiment bon dans son rôle. Je le trouve vraiment bon. Elle, comme je dis, elle peut être un peu extrême par moment, ce qui fait que je m'attache beaucoup moins à elle. Et on a ce côté où la relation, comme on dit souvent, quand il y a une séparation, c'est 50-50. Mais on s'attache, je trouve, en tant que spectateur, un peu plus à lui qu'à elle. Je sais pas ce que tu en as pensé sur ton visionnage. Ah bah moi je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense que c'est voulu. Hein. Oui, Vito c'est Sand voulu. est clairement Ouais. montré comme la personne qui est le plus affectée par cette séparation, même s'il l'accepte. Honnêtement, il est supposé, je pense, représenter cette part qu'on évoque lorsqu'on dit qu'une relation de couple, lorsqu'on se sépare, c'est un peu de la faute des deux. Oui. Mais il y en a toujours un qui souffre plus que l'autre. Plus que l'autre. Vito Sand, c'est clairement cette parfaite représentation de je souffre, C'est vrai. mais je le garde à l'intérieur. Donc du coup, ça le rend forcément beaucoup plus attachant. Après, je trouve que Itsaso Arana a ce charme et ce rayonnement spontané qui fait que on s'attache beaucoup à elle parce que elle est vraiment très très bien filmée par Jonas Trueba. Oui, tout à fait, ouais. Mais voilà, ça n'est pas très étonnant vu qu'à mon avis c'est s'amuse. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus. Mais je trouve que les deux équilibrent une belle relation de couple Oui. qui aurait pu vite sombrer dans un décalage qui aurait fait qu'on se serait forcément attaché à l'un plus qu'à l'autre. Oui. Mais ça me rappelle ces nombreux couples du cinéma qui sont capables de s'équilibrer sans que l'un ou l'autre ne prenne trop de place. Oui. Mais je parle de beaucoup de couples qui sont modernes dans le cinéma. Il y a très peu de couples finalement qui remontent à avant les années 60 où on a la sensation que les deux acteurs s'équilibrent. Oui, Il y avait tout à toujours fait. cette impression, tu sais, que l'homme devait forcément avoir beaucoup plus de place à l'écran que la femme. Et je trouve qu'il y a vraiment cette modernité qu'on peut retrouver. Ben, je cite cet exemple forcément, mais je pense à Dustin Hoffman ou Meryl Streep dans Kramer contre Kramer. En exemple beaucoup plus récent, je pense forcément à Paul Rudd et Leslie Mann dans 40 ans mode d'emploi. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce film, tu ne pourras pas m'en empêcher. Mais je trouve qu'il y a cet équilibre dans le sens où on voit que les deux acteurs ont une alchimie, que certes il y en a un qui pourrait ressortir un petit peu plus que l'autre, mais qu'il y a quand même cet équilibre dans le sens où ils ont des personnalités tellement opposées, tellement radicalement et diamétralement l'un contre l'autre que du coup tu peux pas t'empêcher de te dire j'aime beaucoup ce personnage, je m'identifie à lui, mais l'autre quand même elle a quand même beaucoup de charme, beaucoup de charisme, beaucoup de présence et du coup je la trouve très charismatique. Et c'est ça en fait qui équilibre. Si l'un est empathique, l'autre est charismatique. Non, c'est vrai, et puis bah, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on sent vraiment l'alchimie entre les deux personnages, on sent qu'ils sont amis dans la vie quotidienne et donc au cinéma ça se ressent et leur relation marche sur ça, c'est-à-dire c'est très, comme tu disais aussi, c'est très spontané. Il y a une certaine spontanéité qui est mise à l'écran, qui est filmée par Trueba, et on sent que tout a été simple, donc cette relation qui a été faite depuis 3 films, si on prend même avant, parce qu'il tournait déjà avant sous Trueba, mais là on va dire que cette mini-trilogie sur Madrid récente entre Eva en août, Tenéis que venir a verla et maintenant Septembre sans attendre, on a ce côté trilogie où les 3 acteurs étaient toujours ensemble et qui sont passés par plusieurs relations avec cette rencontre à Madrid où ils étaient en couple, où ils arrivaient chez un autre couple d'amis dans le 2e film et là maintenant sur cette séparation et on sent qu'il y a eu une évolution des personnages qui est super intéressante quand on prend Eva en août, le second puis le 3e et qui fonctionne très bien. Il y a vraiment ce côté très spontané comme je disais et on sent et également j'ajouterais il y a une scène qui m'a beaucoup plu moi où tu le disais tout à l'heure là où il s'équilibre vraiment et à un moment donné bon voilà il montre un film de l'époque donc des années 50 ou 40 une comédie américaine d'ailleurs et elle lui dit oui mais aujourd'hui ce genre de film ça fait très patriarcal, la femme était là parce qu'elle était juste érotique mais elle n'avait aucune plus-value par rapport à l'histoire, c'est lui qui fait tout et lui il dit mais non mais le film est juste incroyable, il est hyper marrant, il dit mais on s'en fout et elle dit non parce qu'aujourd'hui en 2024 tatati et j'ai déjà eu ces conversations avec beaucoup de copines et c'est vrai que ça se retrouve vraiment ça et c'était hyper bien placé j'ai trouvé de mettre ça et qui entraîne une certaine dispute pour montrer ah ok bon voilà il faut qu'on se sépare mais en même temps il y a ce jeu du cinéma et leur passion commune donc voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Septembre sans attendre du coup? Eh ben écoute, je retiens un très bon film espagnol, passé à la quinzaine, donc seul film espagnol non en compétition mais durant le festival de Cannes, donc quand même assez important pour le cinéma espagnol. J'ai passé un très bon moment. Je dirais que c'est peut-être, comme je disais, le film que j'apprécie peut-être le moins sur cette trilogie, où Eva en août est vraiment ma révélation. Mais voilà, c'est un très bon moment, on s'attache énormément au personnage, c'est une histoire, comme on le disait tous les deux, assez intéressante, qui prend de contre-pied la séparation dramatique, où là c'est un peu la séparation comique, entre guillemets. Donc je vous conseille d'aller voir le film, ça fait toujours plaisir d'aller voir ce film. Et je retiens un très bon film. Si je devais mettre une note, je mettrais un 4 sur 5, un bon mérité, un très bon film de Jonas Trueba.
Et ben je suis d'accord avec toi. Non, Ouais. c'est un film qui parvient à aborder le couple de manière très ludique et de manière surtout moderne. C'est Ouais. pas un film qui va jouer avec des clichés de cinéma qu'on aurait l'habitude de voir. C'est un film qui au contraire essaye de déconstruire ces clichés pour amener quelque chose de plus réfléchi. Parfois peut-être trop réfléchi, il faut quand même être honnête, parce que c'est un film qui a tendance à beaucoup philosopher et beaucoup mettre de perspective par rapport à tout ce qu'il raconte. Donc c'est bien d'avoir ça en tête en allant voir le film, parce que sinon vous risquez d'être un petit peu déstabilisé par la démarche de Jonas Trueba. Pour autant, c'est hyper bien joué, mais de toute façon, est-ce qu'ils avaient encore besoin ces deux-là de nous prouver quelque chose? Non. Je pense pas, mais c'est bien de nous le rappeler. C'est vraiment bien mis en scène par un réalisateur qui, je trouve, s'impose de plus en plus comme un grand metteur en scène espagnol qu'il faut suivre, et un grand metteur en scène point, j'ai même pas envie de dire espagnol, un grand metteur en scène point. C'est un très joli moment de cinéma, c'est aussi touchant que drôle, c'est un film qui arrive à bien s'équilibrer là-dessus, c'est peut-être un poil long, faut être honnête, mais 70 sans attendre de Jonas Trueba, si vous avez l'occasion de le voir en salle, vraiment n'hésitez pas, vous l'avez compris, on vous le conseille très chaudement. Tout à fait. Merci mon cher Vincent. Merci à toi, c'était vraiment un plaisir. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera, mais j'espère bientôt. On n'attendra pas trop longtemps. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ah, l'amour, l'amour, l'amour.